Madame, Monsieur, bonsoir. Pendant plus de 2 ans, 2 gendarmes de la BSR, messieurs Aimé Bill et Patrick Debatz, ont été à leur corps défendant l'objet d'une attention médiatique très forte. En effet, accusés par monsieur Erdekens d'avoir violé le secret professionnel dans le cadre de l'affaire X1, ils ont fait l'objet d'une instruction qui a abouti en octobre 1999 à un non-lieu. Mais surtout, suite à une plainte contre inconnu et lors d'une longue enquête menée par le juge Pignolet, ils ont été suspectés de faux en écriture, donc de manipulation, dans le cadre de ce même dossier X1 sur lequel ils enquêtaient. Résultat, en janvier 2000, un autre non-lieu. Alors, entre les attaques venues de l'extérieur, les accusations internes à la gendarmerie, s'est glissée cette campagne médiatique qui a semé le doute, c'est le moins que l'on puisse dire, et sur les personnes et sur leur méthode de travail. Aujourd'hui, après que la justice, par 2 fois, ait estimé qu'il n'y avait pas matière à poursuite à leur égard, messieurs Bill et Debatz parlent librement de ce long parcours, quelquefois douloureux, mais en tout cas toujours semé d'embûches, qui les a menés en passant par les dossiers de Neuchâteau, de la brigade financière au couloir du palais de justice de Bruxelles, pas toujours du même côté de la barrière, certes, mais toujours dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice de leurs fonctions est un document de l'équipe Faits divers. Accusé d'avoir ouvert devant le député Erdekens le fameux mais contesté dossier du témoin X1 alias Régina Louf, Patrick Debatz et Aimé Bill, 2 gendarmes de la 3e section de recherche criminelle de la BSR de Bruxelles, furent inculpés le 20 novembre 1998 de violation du secret professionnel au début d'une instruction menée par le juge Pignolet, instruction qui allait durer 12 mois. Cette instruction trouvera son épilogue devant la Chambre du Conseil de Bruxelles. Le 28 octobre 1999, la décision tombe. Il n'y a pas lieu de poursuivre. C'est fini, c'est non-lieu. Non-lieu. Tout ça pour rien. Monsieur Debatz, soulagé? Soulagé, oui. Enfin, il y a un peu de justice qui est rendue. C'est bon. 3 mois plus tard, le 20 janvier 2000, les mêmes gendarmes Bill et Debatz ont de nouveau rendez-vous à la Chambre du Conseil de Bruxelles avec leur avocat. Ils attendent l'aboutissement d'une toute autre action judiciaire en cours depuis 26 mois, celle-là, qui trouve son origine dans une accusation de leur supérieur hiérarchique, le commandant Duterme. Ce fut le même juge Pignolet qui fut requis par le procureur du roi de Bruxelles pour la mise à l'instruction d'une plainte de faux en écriture par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Bien qu'elle fût à charge d'inconnu, cette plainte fut une occasion de mettre en cause pendant 26 mois tout le comportement et le passé de ces 2 gendarmes. Quel est le résultat? Un non-lieu, donc. Toutes les préventions avaient été remises. Aucune charge n'a été retenue. Oui. M. Debatz et M. Bill, donc, qui peuvent enfin s'attacher à autre chose, essayer de retrouver leur honneur, surtout. Non-lieu sur toutes les affaires. Oui. Ouais. C'est le rideau qui est tombé après 2 ans et demi. Et il y a une enquête disciplinaire sous vous, à l'intérieur de la gendarmerie? Hier encore, la gendarmerie n'avait aucun élément permettant d'ouvrir une enquête quelconque disciplinaire à nos charges. Alors, à partir de là, on peut se poser la question de savoir pourquoi vous avez été écarté. Ah, ça c'est une bonne question. Le juge d'instruction Pignolet nous l'a demandé déjà plusieurs fois aussi. Il n'y a encore personne qui sait nous dire pourquoi, ni ce qu'on a fait, pourquoi on est ici, ni pourquoi on a été écarté. Il n'y a personne qui sait le dire. Mais vous allez continuer à poser la question. Ah oui, mais nous on doit savoir. Ça, on ne peut pas On doit bien savoir. Pourquoi on a été écarté? Ça c'est évident. Août 1996. Il y avait 14 mois que Julie et Mélissa avaient été enlevées. 12 mois qu'on était sans nouvelles de Anne et Effie. 3 mois que Sabine avait disparu avec son vélo.
4 jours que Laetitia n'était plus revenue de la piscine de Bertry. Le 13 août, un certain Marc Dutroux était arrêté. Sabine et Laetitia ont été sauvées. On voulait se croire soulagé. On était au bord de l'horreur. Dans la propriété de Marc Dutroux à Sarre-la-Buissière, 4 jours plus tard, ont éterré les corps de Julie et Mélissa. 10 jours plus tard, à côté du chalet de Weinstein, ce sont les corps de Anne et Effieux que l'on retrouvait. Jamais la Belgique n'avait connu un tel climat, en apprenant des choses terribles concernant les enfants, et dont personne n'avait jamais osé parler. Peu après, arrivèrent à Neuchâteau des appels téléphoniques de personnes adultes, racontant des histoires antérieures qui pouvaient laisser supposer que les suspects désignés par les événements étaient également les auteurs d'autres faits épouvantables. Alors s'ouvrirent les dossiers des témoins X de Neuchâteau, dont plusieurs équipes de gendarmes de la BSR de Bruxelles furent amenées à s'occuper. Parmi ceux-ci, Aimé Bill et Patrick de Batz de la section financière. Tout ce qui vous est arrivé, comment ça s'est passé avec votre famille? Très difficilement. Très dur. Invivable. Infernal. On ne sait pas l'expliquer. Et ils vous ont soutenu? Oui, heureusement. Heureusement qu'on a encore quelques personnes qui nous ont soutenus dans cette épreuve. Et on les remercie de tout cœur. Et pour vous, Patrick de Batz, qu'est-ce qui a été le plus dur par rapport à la famille? La famille, je pense qu'ils ont souffert ensemble avec nous. Ils ont continué à nous soutenir, tout le monde en fait de la famille. Même si les attaques étaient dirigées contre même mon père, qui est décédé en 76. Et qu'on a voulu le mêler en fait dans l'enquête faite par le juge d'instruction Pignolet pour le discréditer et pour dire en fait que mon père était un mauvais et comme le père était mauvais, le fils devait être mauvais. Un collaborateur, vous voulez dire? On a voulu prouver que mon père était un collaborateur, oui. Bien que le contraire était déjà prouvé dans le dossier Pignolet avant que la presse en faisait mention. Mais pourtant, d'une façon générale, vous aviez déjà une vie très, très agitée avant que tout ceci ne vous arrive. En tant qu'enquêteur, membre de la police judiciaire, vous étiez déjà un peu bousculé par rapport à votre famille. Vous ne deviez pas avoir une vie de famille très, très assidue, peut-être? Ah non, ça non. Quand on veut travailler, on a très peu de vie familiale. Et la famille vient en fait en deuxième plan. Ça a été toujours comme ça. On a donné trop de notre vie pour la justice, je pense. La famille avait déjà l'habitude de vivre comme ça. Mais en plus, être attaqué comme ça de front, par la presse, par la justice et par un corps de police dont on faisait partie depuis 26 ans, c'était dur. En fait, ça aurait fait une difficulté de tourner chez vous cette interview? Je trouve qu'il faut séparer le travail avec le privé, ce qui n'a pas été toujours fait par certains journalistes. Alors, on vous remercie beaucoup de nous avoir donné le choix. Vous avez la réputation d'être un enquêteur assez dur, assez direct, assez fonceur. Oui, mais je n'ai jamais foncé dans les dossiers sans avoir les preuves probantes pour la manifestation de la vérité. D'ailleurs, j'étais à la section financière et là aussi on préparait des dossiers un an et demi avant de foncer proprement dit, ou avant de faire des perquisitions. C'était surtout la préparation d'un dossier avant de se dévoiler
envers l'adversaire, et toujours avec l'accord des magistrats et sous la surveillance des magistrats que je considère toujours comme les patrons des enquêtes. Et donc c'est sur l'aspect financier du dossier Dutroux que vous deviez enquêter? Oui. Dans un premier temps, ça s'était décidé, c'était enquêter sur les circuits d'argent qui pouvaient surgir dans l'enquête Dutroux. Alors donc M. Bill était avec vous? Donc M. Bill était encore en congé, je crois. Je crois qu'il est revenu au mois de 9 septembre. 9 septembre, oui. Et à ce moment-là, vous êtes le chef d'une équipe? Oui, et je faisais le contact entre Neufchâteau et les enquêteurs à Bruxelles et Neufchâteau et les magistrats à Neufchâteau. Il y a une rumeur qui court, c'est que, étant en contact avec le juge Conrad, lorsque le 4 septembre 1996, l'ami de X1, qui à ce moment-là n'était pas encore connu, téléphone, vous étiez dans le bureau de M. Conrad. On dit que tout ça, c'était un coup préparé. Ben, il y a des enquêtes qui m'ont appris que cet ami de Régine Alouf avait déjà tenté de téléphoner toute la journée et la veille. Je ne suis pas resté 2 jours et une nuit chez M. Conrad au bureau, mais c'était un fait. Quand elle téléphone, je suis au bureau, avec mon collègue UP. Et c'est M. Conrad qui prend le téléphone. D'ailleurs, il le confirme devant le juge d'instruction Pignolet lors de son enquête. En août 1996, en voyant toutes ces images à la télévision, je me suis dit, j'aurais dû parler beaucoup plus tôt, continuer à témoigner beaucoup plus tôt. Alors peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là, que ce genre de catastrophe ne se serait pas produite une fois encore. En fait, à ce moment-là, j'ai encore hésité quelque temps à prendre des contacts. Mais je crois que j'avais alors, comme pas mal de gens, une grande confiance en Conrad et Bourlet. Alors, avec une amie, nous nous sommes demandé ce que nous pourrions faire. Mon amie a alors téléphoné à Conrad pour prendre rendez-vous. L'amie de Régine Alouf, Tania, c'est son prénom. C'est Tania. Elle parle français ou néerlandais? Je pense qu'elle parlait français et néerlandais, qu'elle a fait une partie de son histoire. Elle l'a fait à M. Conrad. Quand elle a voulu expliquer le chemin à prendre pour arriver chez elle, M. Conrad l'a dit à elle, tiens, je crois que j'ai un Flamand ici qui doit se connaître à Gand. Et il m'a passé le cornet. Et j'ai pris note de son adresse et je l'ai laissé à M. Conrad. Et ce que la personne, Tania, disait, était des devoirs à exécuter pour la cellule Obélix. Tout ce qui concernait M. Nioul et son entourage était pour la cellule Obélix. Et tout le reste, autour de M. Dutroux, c'était pour nous. Donc est-ce que je peux vous demander si ce coup de fil de cette Tania, dans ce coup de fil, elle parlait de M. Nioul? Oui. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je n'ai pas pris l'enquête. Et que j'ai laissé à M. le juge Conrad le papier. Et ce n'est que le jour après, ou 2 jours après, quand je viens là pour un autre problème, avec un procès-verbal d'un membre de la police judiciaire de Bruxelles, qui voulait faire croire que Dutroux figurait sur des cassettes saisies dans l'affaire Rijmakers, que le juge d'instruction m'a donné une commission rogatoire pour prendre contact avec cette personne, Tania. Et quand j'ai refusé en disant ce n'est pas à nous de le faire, le juge d'instruction a dit vous travaillez maintenant sur mandat de moi. Et c'est moi qui décide qui fait l'enquête et qui fait quoi dans l'enquête. Et alors finalement, ce sera vous qui auditionnerez X1. Oui. Et la première audition était prévue le 15 et elle a été reportée pour le 20. Et sur décision de Régine Alouf, elle a été reportée. D'un côté, j'avais le sentiment que je devais agir ainsi, que c'était mon devoir, que je ne pouvais pas continuer à me taire. Mais d'un autre côté, il y a naturellement la peur. Je craignais d'une part de couper les liens avec ma famille, car j'étais restée très loyale vis-à-vis de ma famille. D'autre part, bien sûr, j'avais peur de mes bourreaux eux-mêmes, peur de raconter ce que j'avais vécu.
Ce n'était pas si simple de raconter tout cela. Vous commencez les auditions de Regina Louf, qui à ce moment-là demandait l'anonymat, le 20 septembre. Oui. Les auditions se déroulaient à Bruxelles. Oui, mais tout le monde était à Bruxelles. L'antenne Le Château, c'était l'antenne Le Château Bruxelles, qui travaillait exclusivement pour les magistrats de Neuchâteau. Et là, on avait mis sur pied aussi le modus operandi qu'on allait suivre pour faire ces auditions. C'est-à-dire, du moment qu'on commençait les auditions, tout vidéofilmé. Pendant ces auditions, il y avait mon collègue Philippe Huppé qui prenait note de ce qu'elle disait et adressait PV de ses notes prises lors de l'audition. Par après, la cassette était complètement transcrite, remis à des traducteurs jurés. Ces traducteurs, ils étaient requis par le magistrat instructeur de Neuchâteau. Les auditions se faisaient dans un local aménagé pour les auditions de victimes d'abus sexuels. Et en fait, il y avait des caméras fixes dans ce local, des caméras qui pouvaient balayer la pièce. Il y avait une salle d'enregistrement, il y avait les vidéos. Qui étaient à part. Qui étaient complètement à part, et où se trouvait un opérateur qualifié pour ce travail. Normalement, il y avait encore un adjoint là-dedans, et là-dedans se trouvait aussi un thérapeute, ou bien un psychologue, ou un psychiatre. Et quand intervenait le psychothérapeute? Le psychothérapeute, il intervenait lors des repos pour soutenir la victime. C'était comme ça dans le mandat, parce que malgré ce qu'on dit aussi, les thérapeutes étaient requis par le magistrat instructeur aussi. Vous aviez des principes particuliers? Des principes particuliers, comme par exemple les premières auditions qui étaient vidéofilmées. Quand il y avait un repos, on arrêtait les caméras. Par après, on a décidé de ne plus faire ça parce qu'on pouvait nous reprocher qu'on était suggestif ou quoi. Alors on a commencé à laisser continuer les caméras à tourner. Pendant que la victime, ici, dans le cas précis, Regina Louf, discutait en fait avec la thérapeute. Une fois par minute, j'avais demandé aussi qu'on fait un gros plan de toute la pièce où se déroulaient les auditions, pour bien prouver qu'on n'était pas là avec des panneaux, avec des documents, pour montrer à Regina Louf qu'est-ce qu'elle devait dire, ou qu'est-ce qu'elle devait répondre. Je crois qu'on avait pris toutes les précautions pour pas être attaqué par des avocats qui devaient en fait défendre des auteurs dénoncés. À la fin du premier interrogatoire, j'avais vraiment l'impression qu'il aurait encore fallu dire beaucoup de choses. J'avais vraiment le sentiment, plutôt l'idée dans ma tête, que j'allais indiquer un cadre, expliquer comment le système fonctionne, comment ils s'y prennent pour obtenir la loyauté des enfants, combien il est difficile de se dépêtrer de pareilles situations, combien il est difficile de rompre la loi du silence. Je pensais que ces informations pouvaient aussi être utiles pour interroger Laetitia et Sabine. Mais en fin de compte, il y a tant de détails, une telle masse d'informations lors des 3 et 4 premières auditions. Chaque fois, j'ai demandé à la fin, c'est assez comme ça? Je peux m'arrêter là sur ce chapitre? Non, ce n'était pas suffisant. Chaque fois dévoiler un peu plus et finalement, cela s'étend sur des heures et des heures d'interrogatoire. C'était aussi un reproche qu'on faisait toujours, des auditions pendant la nuit. Il ne faut pas oublier que Regina Louf, elle est mariée, qu'elle a 4 enfants, qu'elle avait une affaire, qu'elle était indépendante et avoir un magasin. Alors, les auditions prises par Regina Louf, c'était sur sa demande et à sa convenance qu'on faisait les auditions. Et on le demandait plusieurs fois lors de l'audition. C'était ça aussi, c'était des questions type en fait. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous êtes toujours volontaire pour continuer? Est-ce que vous voulez vous arrêter? Vous avez ça sur les cassettes, toutes ces questions.
Vous, votre spécialité, vous l'avez dit au début, c'est les enquêtes financières. Est-ce que vous pensez que vous étiez vraiment équipé pour être sûr, par exemple, de ne pas induire des réponses dans les questions, de ne pas suggérer des réponses? Mais chaque question induit une réponse. Et je ne vais pas employer la technique proposée par M. Duterme. C'est une question, qu'est-ce que vous avez à dire? Et c'était pendant 2 heures, non. Je crois moi, je ne suis pas un thérapeute et je ne me suis jamais pris pour un thérapeute. Quand j'auditionne une victime, c'est pour arriver à une enquête judiciaire. Alors j'ai besoin de réponses, moi. Et j'ai besoin de détails. Autrement, la justice n'est rien avec une audition d'une victime. Quand on veut y arriver à une enquête judiciaire et que les auteurs soient punis, il faut des auditions serrées avec des questions et des réponses. Quelle différence faites-vous entre une relation avec le psychothérapeute et la relation que vous avez eue avec Patrick de Batz? La relation que j'avais avec Patrick de Batz était d'un tout autre genre. D'abord, c'était une sorte de relation professionnelle, en ce sens que Patrick de Batz n'était pas mon thérapeute. Il n'était pas mon ami. Il était simplement l'agent BSR qui était par hasard assis de l'autre côté de la table, qui écoutait, enregistrait et vérifiait. Cela signifiait aussi que pour moi, ce que je lui racontais, je savais immédiatement que cela tombera entre les mains d'autres personnes. Ce genre de récit est transmis à l'extérieur. On dresse procès-verbal, cela va chez le juge d'instruction, chez différents gendarmes qui font des analyses, des vérifications. Cela ne crée pas d'emblée un lien de confiance. Mais ce que j'ai trouvé important dans les auditions avec Patrick de Batz et son collègue Philippe Huppé, c'est qu'ils étaient très honnêtes vis-à-vis de moi, qu'ils donnaient des informations de manière très correcte, en disant regardez, cela va être transmis de telle façon. Cela me donnait le sentiment qu'ils travaillaient correctement et qu'en tout cas, ils prenaient mes informations assez au sérieux pour faire des recoupements. Disons que cela m'a encouragé à livrer plus de détails. Je pense qu'il faut rajouter quelque chose dans les auditions, dans la technique d'audition. Dès le départ, dans la méthodologie qu'on avait développée, on était scindé en deux, c'est-à-dire une équipe qui fait les auditions, qui ne prend pas connaissance des faits, mais qui s'occupe uniquement d'auditionner la victime. Et puis il y avait une deuxième équipe qui faisait la vérification, qui faisait la relecture des auditions et qui faisait les vérifications sur le terrain. Et ça, c'était l'équipe de M. Hoskens. Et vous aviez un feedback de cela? Pas nécessairement. De temps en temps, on me faisait des fiches de travail. Veuillez reposer telle question ou telle question, plus détailler telle question, parce qu'on n'arrive pas à faire les vérifications nécessaires. Est-ce que vous aviez conscience, vous, en tant qu'enquêteur, que de temps en temps, venaient dans l'autre salle des magistrats ou même des membres de la gendarmerie? Oui, je le savais. On a eu M. le procureur Bourlet à quelques reprises. On a eu les magistrats fédéraux et on a eu des officiers de gendarmerie qui ont suivi. Et des autres membres de la BSR et de la police judiciaire qui sont venus suivre. Tous ceux qui assistaient à ces auditions n'ont jamais fait de remarques particulières? Jamais de la vie. Jamais. Je sais par exemple que les magistrats fédéraux et M. Bourlet ont averti le parquet général pour dire que le travail était très bien fait. Et je crois même que M. Bourlet a confirmé ça par écrit à son procureur général. Madame Tilly. Madame Tilly. Est-ce que vous n'aviez pas annoncé aussi que vous alliez faire des perquisitions fin décembre 96 déjà? Oui. Oui, ça c'était surtout M. Bourlet qui voulait au plus vite une intervention et dont on s'est opposé parce qu'on n'y était pas prêt. Vous étiez opposé? Oui, dans une réunion, à l'antenne de Le Château, en présence de Duterme et son adjoint et plusieurs autres personnes. Et moi j'ai dit, on n'est pas prêt, on ne peut pas aller avec des déclarations d'une victime devant un tribunal, sans que toutes les vérifications et le moindre détail est vérifié. Et pour vous, ça allait prendre combien de temps, ces vérifications? Moi je dis que c'est une affaire de longue haleine, avec les victimes, et pour faire les vérifications et recouper tout. Peut-être 2 ans d'audition et de vérification.
Là où on nous a laissé travailler 3 mois. Donc vous étiez en train d'auditionner X1, mais pendant ce temps-là, on vous demande aussi de faire des devoirs qui n'ont rien à voir avec ces auditions. Vous êtes chargé de faire donc une perquisition dans le cadre de ce qu'on dira plus tard être le dossier d'Iroupo. Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là que vous marchiez dans ce dossier-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Le 15 novembre, moi, je suis sur l'autoroute entre Gand et Bruxelles et je suis appelé par Madame Gruet, juge d'instruction à Bruxelles, qui dit qu'elle doit faire 2 perquisitions d'urgence avant 9 h. Je crois qu'il est 5 h moins le quart quand elle me téléphone. Le 15 novembre, c'est un jour férié pour la gendarmerie et j'ai dit, moi, je suis le premier jour en congé depuis plusieurs semaines. Moi, je ne sais pas venir. Je ne suis même pas au bureau, quoi. C'est férié. Elle dit, mais moi je suis embêté, moi je dois faire ces perquisitions et je n'ai pas de gens pour faire ces perquisitions. Ben, je dis, vous téléphonez à mon patron, le colonel Brabant, et vous demandez l'autorisation. Peu de temps après, elle m'a ressonné qu'elle avait l'accord de M. Brabant, et moi je suis retourné à Bruxelles. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans un dossier de la police judiciaire. Nous, on n'en voulait pas. Ça, c'est évident. Donc, lorsque nous procédons la nuit aux auditions des 2 personnes chez qui les perquisitions ont été effectuées, ces personnes prononcent, sans porter la moindre accusation, prononcent le nom de M. Desrupont. Et ça devient l'affaire Desrupont. La question qu'on peut se poser, sachant que c'est dans une affaire mœurs, parce que je suppose quand même que Mme Gruet lui a fait part du dossier, pourquoi M. Brabant n'a pas rappelé les gens de sa section mœurs de la BSR? Et pourquoi il a ordonné de la donner à des membres qui travaillaient et qui avaient assez de travail pour Neuchâteau à ce moment-là? Il n'y avait pas de lien entre cette enquête et les dossiers de Neuchâteau. On a compris que probablement on jouait là dans un jeu très dangereux. Les auditions de X1 se poursuivent à un rythme intensif. Les récits sont terribles. Elle parle de son souteneur, un certain Tony, qu'il a loué à des violeurs pédophiles. Elle désigne des photos de personnes gravitant dans l'entourage de Michel Nioul. Elle parle même de Dutroux. Elle parle aussi de viols sadiques qui se terminaient par le meurtre d'enfants. Les visages qu'elle identifie sur les photos sont des visages d'enfants disparus ou d'adolescentes tuées, dont le corps a été retrouvé, une à Gand, une autre à Anvers, une autre à Bruxelles. En novembre 1996, elle parlera du meurtre sauvage d'une jeune fille auquel elle aurait été forcée d'assister. Dans son récit, ces choses horribles sont entrecoupées de descriptions de l'intérieur d'un bâtiment qui pourrait être celui d'une ancienne champignonnière désaffectée, où on retrouva au soir du 13 février 1984 le corps atrocement brûlé de la jeune Christine Vannès. Et sa description des lieux étonne d'ailleurs les enquêteurs parce qu'elle est assez incohérente. Elle parle de porte une porte qui s'ouvre avec un escalier qui descend alors qu'il devrait monter. Elle parle de marches qui montent puis qui descendent. Enfin, ça semble assez incohérent. Elle ne décrit pas du tout une maison classique. Et les enquêteurs sont assez perplexes devant sa description des lieux. Et puis, à la fin du mois de décembre, ils vont soumettre toutes les parties descriptives qu'elle a données, donc à l'exclusion des faits eux-mêmes, à quelqu'un qui a habité dans les lieux pendant toute son enfance et toute son adolescence. C'est le fils de l'ancien exploitant de la champignonnière. Le meurtre a eu lieu en 84 et en 89, on a démoli la champignonnière. Moi, j'ai été confronté simplement avec le texte de Jean Lousse donnant la description des lieux. Et j'ai constaté quand même que tout ce qu'elle disait, il y avait quand même une grande partie de vérité là-dedans. Je peux vous dire une chose, pour moi et pour ma famille, Régina Lousse est un jour rentrée dans ce bâtiment, minimum une fois. La porte d'entrée, par où elle est rentrée, donc la voiture probablement se trouvait ici, devant la cour, ici. Et il y a un petit seuil pour redessus descendre une marche complète. Donc derrière la porte, il y a une marche qui descend. Ah oui, absolument. Et c'est là qu'elle trébuche, parce qu'elle a les yeux bandés, elle ne s'attend pas à une marche pour monter et directement une marche pour descendre. Elle signalait des différences de niveau entre des planchers. Oui, absolument. Quand on voit la façade arrière qui donne sur la cour,
C'était 2 maisons. Et en somme, il y a des marches qui montent de la salle de bain vers la chambre de mes parents. Et en somme, l'escalier derrière, ici, l'escalier intérieur, on monte à un niveau, le premier niveau avec des petites marches jusque-là. Et quand on montait la deuxième volée, on montait vers le niveau des parents et ma soeur. Les portes, on avait des portes très spéciales, fait main, très anciennes portes avec des moulures dedans, qu'elle a dessinées. On avait des clinches très spéciales. Bon, tout ça, elle le savait. Alors elle décrit un évier aussi? Oui, mais je crois qu'elle décrit un évier qui est un évier qui n'est pas l'évier de la cuisine. Mon père et mon frère avaient une charcuterie parce qu'ils faisaient du pâté, et c'était plutôt un évier commercial pour nettoyer tout. Alors elle avait vu des crochets aussi? Ouais, c'est normal, quand on fait du pâté, on a de la viande. Alors il y a aussi des dessins qu'on vous a montrés, je crois. Oui, elle a dessiné la cheminée, le living, enfin, ouais. Pour moi qui était relativement fidèle, la cheminée qui existait. Elle a aussi dessiné des rosaces. Ben oui, une rosace, c'est une rosace, et pour moi, c'était environ les rosaces qui existaient chez nous pour le pâte lustre. Mais je dis, ce qu'elle a dit correspond en gros cas avec la championnière, surtout que j'ai montré la description à un frère à moi, mes frères ont dit, bah, écoute, cette fille était là, hein. C'est pas possible autrement. Hein. En fait, ma mémoire fonctionne d'après mon instinct de survie. C'est-à-dire que, disons, quand j'avais le sentiment que je devais savoir très précisément ce que mes bourreaux attendaient de moi, alors je me concentrais surtout sur les bourreaux. Alors je lisais sur leur visage, je regardais quel genre d'émotions ils trahissaient, afin d'éviter la punition. Il y avait d'autres jours où je ne regardais pas les bourreaux, pour ne pas les provoquer. Alors j'enregistrais l'environnement, tapis, tableaux, c'était une façon de trouver une échappatoire. De ne pas penser à ce qui allait venir, à ce qui allait m'arriver. C'est cela ma mémoire. C'est ça en fait que j'ai raconté à la BSR de Bruxelles. Et vous, Aimé Bill, vous assistiez à ces auditions? Non, jamais. Et quel était votre rôle? Moi, je me suis occupé dès le mois de décembre du dossier de la champignon-nière. Donc j'ai repris donc, tout le dossier à zéro. Et en l'espace de 7 mois de temps, avec l'équipe, nous avons rédigé presque 700 PV, dont 250, 300 auditions. Le tout en exécutant environ 250 apostilles du juge d'instruction Van Espern, pour lesquels nous n'avons jamais eu la moindre remarque. Et donc nous avons repris le dossier de la champignon-nière à zéro. Qui fait le lien avec le dossier de la champignon-nière? Eh bien, les auditions donc, de Regina Louf sont remises au magistrat national, mais à la fin... À ce moment-là, elle ne parlait pas de champignon-nière ni de Christine Manès. Non, elle parlait d'une fille, Chrissy, qui était brûlée dans une grande cave à Bruxelles, dans les environs de Bruxelles. Quand Regina nous en parle la première fois, on avise les magistrats fédéraux. Eux, ils demandent d'avoir les déclarations de Regina Louf concernant cette affaire, et eux, ils comparent avec l'ancienne procédure. Et c'est eux, à un moment donné, qui disent, ben oui, il y a des éléments qui peuvent amener à la réouverture du dossier. Puisque le dossier était classé sans suite, suite à un jugement de la Chambre de conseil au mois d'avril 96. Alors il faut retrouver ce dossier dans les archives et il faut le remettre en information chez un magistrat. Et c'est les magistrats fédéraux qui le remettent chez Mme Somers en information. Et vous en avez connaissance 4 décembre 96. Et alors donc Mme Somers, lorsqu'elle donne le dossier, elle demande donc de rédiger une synthèse. Et c'est vous ça? Oui. Et 4 jours plus tard, un samedi, j'ai le commandant du terme qui arrive et qui me demande ce que je fais. Ben, je lui explique, c'est pas utile. Il me dit que c'est pas utile. On va pas perdre son temps avec ce dossier-là.
Moi je dis mon chef m'a demandé de faire ça, il me dit mais moi je vous ai rien demandé. Je dis oui, mon chef c'est Patrick et bon. Et alors ben là les ennuis ont commencé. Le commandant du terme est entré en fonction à la tête de l'antenne de Neuchâteau le 2 décembre 1996. 6 mois plus tard, dans une note interne, il formulera un certain nombre de griefs à propos de l'adjudant de Batz, disant notamment que celui-ci supporte mal de travailler sous ses ordres et refuse de prendre en compte les critiques de son commandant quant aux méthodes employées dans les auditions de X1. Dans une note écrite le 3 juin 1997, il déclare être confronté à un enquêteur manipulateur et dangereusement partial et annonce: sur base de mes constatations confortées par d'autres enquêteurs, j'ai sollicité une équipe pour relire et analyser les auditions de la victime entendue par l'adjudant de Batz, pour rechercher en toute objectivité les éléments concordants, en discernant d'éventuelles suggestions, inductions, affabulations. C'est ainsi que d'autres gendarmes, désignés par le commandant du terme, vont commencer ce que l'on a appelé la relecture des auditions de X1. Le 22 juin 1997, le juge Van Espen, en charge du dossier de la Champignonnière depuis 6 mois, écrit lui aussi un courrier à la hiérarchie de la gendarmerie avec copie au procureur du roi et au procureur général, où il dit en termes vagues et sans citer aucun nom qu'ayant constaté une pollution de son instruction, il désire ne plus travailler avec la gendarmerie. Ce courrier arrive à la BSR au moment où le premier rapport de relecture désastreux pour l'enquête de l'équipe de Batz est quasiment terminé. Et cette relecture de l'enquête va aboutir à un résultat catastrophique. La relecture démontre point par point que toute l'enquête est manipulée, que tout ce qui est dit correctement par Régina Louf a été soufflé par les enquêteurs, ou ce qu'elle dit de correct, en fait, on détermine tout à coup que ce n'est pas correct, en transformant un peu la réalité. Enfin bref, cette relecture montre que l'enquête est une véritable catastrophe, donc ce qui va effectivement dans le sens de la dénonciation du terme, puis dans le sens des critiques de Van Espen. Alors, la mise à l'écart de l'équipe de Batz, elle va se faire sur base de ces courriers, puis sur base de quelque chose qui va arriver 2 semaines plus tard, c'est le fameux premier rapport de relecture. Et sur base de ces 3 documents, le procureur de Gand va lui aussi décider d'écarter l'équipe de Batz, parce qu'il se dit qu'est-ce que c'est que ça, ils ont vraiment mal travaillé. Un courrier, le courrier du terme, plus le courrier de Van Espen, plus le rapport de relecture, ça fait tout à coup quelque chose qui arrive conjointement pour démolir Patrick de Batz, et on le met à l'écart. Ce n'est que le 10 juillet 1997 que, sur base du premier rapport de relecture, le juge Langlois décidera de faire relire tous les autres dossiers des témoins X. Le 24 août, le colonel Brabant et le commandant du terme prendront la décision d'écarter l'adjudant de Batz et son équipe, malgré l'opposition du juge Langlois à une mise à l'écart avant que les personnes concernées ne puissent s'expliquer sur les griefs qui leur sont reprochés. Mais, 2 jours plus tard, le 26 août 1997, cette mise à l'écart sera rendue définitive lorsque le commandant du terme fera parvenir au parquet de Bruxelles un procès-verbal accusant nommément Patrick de Batz de faux en écriture de la part de fonctionnaires dans l'exercice de ses fonctions. Le procureur du roi, Benoît de Gemep, transformera cette dénonciation en plainte contre inconnu qui sera mise à l'instruction chez le juge Pignolet. Pour comprendre la démarche du commandant du terme, il faut revenir un petit peu en arrière à la 7e audition de Régina Louf qui a lieu le 13 novembre 1996. Elle est interrogée là par Patrick de Batz et Philippe Huppé. Alors au cours de cette audition, Régina Louf va parler d'un viol suivi d'un assassinat d'une jeune fille, une certaine Chrissy, auquel elle a elle-même assisté dans une cave. Et tout au long de cet interrogatoire, Régina Louf va d'ailleurs décrire les lieux où ça s'est produit. Alors à la fin de l'audition, Patrick de Batz va montrer 5 photographies à Régina Louf, et parmi cette série de photos, il y a une photo qui est annotée P12, qui est celle de Christine Vanès, c'est la jeune fille qui est victime de ce drame de la Champignonnière, qui n'est toujours pas élucidé aujourd'hui, et il y a aussi une autre photo qui est annotée P10, et à un moment donné, il est presque 6 heures du matin, et Régina Louf en a visiblement marre de l'audition, ne veut plus rien désigner, et finit par désigner la photo P10, qui est celle d'une autre jeune fille, qui n'est pas celle de Christine Vanès. Alors c'est donc à cette situation de reconnaissance de photo que fait allusion le procès-verbal du commandant du terme, 9 mois après. Oui, en fait, le commandant du terme va donc dénoncer le fait que jamais les enquêteurs n'ont prévenu les magistrats de ce que Régina Louf n'avait pas reconnu la photographie de Christine Vanès. Et le commandant du terme va faire un procès-verbal de plainte contre l'adjudant de Batz, alors que
Le fait que le témoin n'a pas désigné la bonne photographie est signalé dès le 6 décembre par un procès-verbal rédigé par le deuxième interrogateur, Philippe Huppé, et qui est transmis dans le dossier du juge Langlois en temps et en heure utile, et qui détermine, qui expose très bien que Regina Louf n'a pas désigné la bonne photographie au moment où on lui demandait d'identifier celle de Christine Vannès. Je peux vous dire que le procès-verbal manquant me reproché dans le procès-verbal de M. Duterme se retrouve au moins à 25 endroits différents. Et l'endroit le plus facile, c'était la tête. C'était demander à moi ou à M. Huppé, est-ce que ce PV est fait? La suite du PV, de l'audition, de la reconnaissance de photos. Alors ça c'était le plus loyal, le demander. S'il ne pouvait pas converser avec moi comme il prétend, ben, il pouvait le demander à quelqu'un d'autre, à Philippe Huppé. Il allait se faire un plaisir pour lui dire, oui, le PV est fait le 6 décembre. Philippe Huppé, gendarme qui n'a jamais été inquiété et à qui personne ne reproche rien, déclare même dans une lettre adressée au juge Pignolet, que nous reproduisons avec son autorisation, que le seul responsable de la rédaction de ce PV n'est autre que lui-même, et que ce PV a été rédigé et transmis en temps utile au magistrat instructeur. Nous avons rencontré le commandant Duterme, mais celui-ci n'a pas souhaité être interviewé devant la caméra de Faits divers. Alors, monsieur le procureur, par rapport au procès-verbal de départ qui dénonçait le fait qu'une rubrique n'était pas reprise dans un PV, on a constaté que cette accusation était infondée puisque la rubrique, on pouvait le vérifier assez vite dès le départ, existait bien dans le dossier. Oui. Mais là encore, il faut distinguer les plans. C'est pas parce que, de nouveau, lorsqu'un autre enquêteur fait des observations sur une enquête qui a été faite et qu'il fait une observation qui s'avère effectivement et inexacte, ce n'est pas encore une raison pour conclure qu'il a commis un faux en écriture. Quelqu'un vous dit qu'une pièce n'est pas dans le dossier. Vous constatez qu'elle est dans le dossier. Est-ce qu'il n'y a pas l'expression là d'un faux ou d'une tentative d'induire en erreur un magistrat? Oui, mais encore une fois, je dis c'est pas parce que c'est inexact que la situation est nécessairement constitutive d'une infraction pénale. Il faut aussi être un peu raisonnable. Hein. Dans leur rapport, les relecteurs prétendent que Regina Louf confond systématiquement la victime de la champignonnière avec une autre jeune fille. Alors que dans la 11e audition, Regina Louf a bien reconnu le visage de Christine Vannès. Mais pour appuyer leur raisonnement, les relecteurs modifient la transcription du texte original d'un procès-verbal d'audition. Ils suppriment 2 nihites, 2 négations, et ajoutent un point d'interrogation pour changer la portée du texte adressé au magistrat. Je crois que les relecteurs n'ont pas bien vu les cassettes d'audition, ni les magistrats instructeurs qui avaient la possibilité de le regarder. Et je crois que c'est un mensonge flagrant comme les autres dans le rapport de relecture. Il est fait état d'une manipulation de textes originaux de la part des relecteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on compare 2 textes originaux en flamand, on voit qu'on supprime un nit là où il y en avait un, et qu'on met un point d'interrogation là où il n'y en avait pas, ce qui change le sens et de la démonstration que l'on veut faire parvenir au magistrat. Oui, après ça, on n'en est quand même pas là à monter toute une affaire sur une phrase ou sur un mot. Hein. D'ailleurs, ce type d'affaire est aussi à l'instruction. Et donc, cette instruction-là n'est pas close à l'heure actuelle. Donc, je peux difficilement, moi, me prononcer sur le bien fondé de la plainte qui était déposée, eu égard à ce que vous venez de dire, puisqu'il y a encore un juge d'instruction qui en est chargé. Donc c'est une plainte déposée par M. de Batz? Oui, contre les enquêteurs. D'accord. Mais est-ce qu'il fallait attendre une plainte de M. de Batz pour entamer une action par rapport à ce qui pourrait apparaître quand même comme une suspicion de faux en écriture de la part des relecteurs? Pas nécessairement, seulement vous voulez bien comprendre que dans une entreprise comme celle-ci, on ne va pas surcharger les juges d'instruction avec une série de
de dossiers nouveaux dans ce type d'affaires, alors qu'il y avait déjà un juge d'instruction qui était chargé, et qu'il y a encore une série d'autres plaintes qui sont, avec des constitutions de partie civile, en train d'être examinées par d'autres juges d'instruction. Je crois qu'il ne faut pas non plus maintenant tout judiciariser dans cette affaire. On l'a fait pour justement essayer d'avoir un regard plus objectif, plus impartial, confiant l'affaire à un juge d'instruction, mais nous n'allons pas mettre toutes les affaires qui nous sont soumises de cette nature chez le juge d'instruction. Non, ça c'est... Mais je pense qu'il y a un problème beaucoup plus large que simplement un procès verbal ou non. Hein. C'est un problème qui relève justement de la capacité de travailler dans un groupe structuré, de pouvoir déterminer des éléments d'information opérationnelle, de les vérifier, hein, et de faire en sorte que cette enquête puisse aboutir dans un délai raisonnable. Est-ce qu'on peut déduire de ce que vous dites que l'écartement de ces enquêteurs a permis de faire progresser les choses sur le fond, c'est-à-dire vers la recherche de la vérité? On a mis dans ce dossier de l'assassinat de Christine Van Diest tous les éléments. Donc à la fois les rapports et les procès-verbaux de l'équipe de base, et à la fois les rapports de l'équipe du terme. Bon, et tout cela, il a essayé de faire la synthèse. Et il s'est avéré que, justement, du point de vue de la recherche de la vérité, si on progresse, on doit observer que les éléments de la première équipe ne se sont pas vraiment avérés opérationnels. Par exemple, ils ont fait une enquête d'empreintes génétiques pour savoir si Dutroux et Nioul, qui étaient cités par le témoin, au départ anonyme, pouvaient être compromis dans cette affaire. Bien entendu, ce n'est jamais aussi qu'un élément de la vérité. On est arrivé à pouvoir en tout cas exclure cette hypothèse-là à travers cette analyse génétique. On n'a pas analysé tous les objets de la champignon. C'est pour ça que je vous dis que cette vérité à 100% n'existe pas. Hein, mais disons qu'on peut avoir en tout cas un élément d'exclusion ici. Oui. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que Régis Lalouf ait été capable de donner une description de l'intérieur de la champignonnière qui se recoupe en 12 points avec ce que dit le fils de l'ancien propriétaire de cette champignonnière et qui conclut presque en disant il faut y avoir été pour avoir repéré ces points-là. Alors, ou bien elle est extra-lucide, ou bien il se passe quelque chose d'un peu bizarre. Oui, mais enfin, en revanche, je veux dire, je ne sais pas m'exprimer sur ses convictions et son caractère extra-lucide. Ce qui a pu aussi être vérifié, c'est que c'est l'âge qu'elle avait à l'époque, c'est où elle se trouvait à l'école, si elle fréquentait l'école, si elle n'était pas absente, et tous ces éléments ont permis de relativiser ce genre d'informations en disant que c'était... On ne peut pas non plus l'exclure à 100%. Les registres d'école sont sûrs à 100%. Ben non, jamais. Qu'est-ce qui est sûr à 100%? Hein? C'est pour ça que nous ne sommes jamais que des hommes, mais il faut pouvoir accepter aussi notre condition humaine, c'est-à-dire d'être des êtres limités. Est-ce que vous concevez qu'on ait pu dire à un moment donné que rien dans la piste que offrait Régis Lalouf n'était valable? Mais maintenant, en tout cas, cette piste a été abandonnée. Parce que le juge a considéré... D'ailleurs, il y a eu une conférence de presse il y a, je sais pas, un an ou 18 mois à ce sujet. En janvier 1998, je crois. Ah ben voilà, vous vous souvenez mieux que moi de la date. Ben donc il y a 2 ans, on a dit bon, on essaie d'exploiter les éléments, on n'a rien trouvé sur cette piste-là. Et à Gand, ils ont fait la même chose, à Anvers, ils ont fait la même chose. Une conférence de presse exceptionnelle pour un dossier exceptionnel qui concerne 4 arrondissements judiciaires dans un climat particulier. Les juges d'instruction concernés voulaient remettre les pendules à l'heure. J'attends, et je vous le dis, j'attends avec impatience, bien sûr, le résultat des travaux de mes collègues et de savoir si les dires de X1 développés dans le cadre de ces dossiers eh bien, sont crédibles ou pas. Je dois vous dire qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas permis de fournir des preuves, des éléments de preuve, on va appeler à ce stade-ci des indices sérieux de culpabilité, mais enfin des éléments probants permettant de prendre des mesures coercitives à l'égard de certaines personnes. La décision de Régis Lalouf de sortir de l'anonymat a permis aux juges d'aller beaucoup plus loin dans leur vérification. Ils ont tous réaffirmé leur volonté d'aller jusqu'au bout, d'exploiter toutes les pistes et témoignages. Les juges d'instruction sont unanimes. Certains éléments avancés par le témoin ne correspondent pas aux éléments concrets. Des lignes du temps mettent en lueur des incompatibilités, mais d'un autre côté, aucun magistrat n'a affirmé que le témoin n'était pas crédible.
À ce moment-là déjà, les dossiers concernant X2, X3, X4 étaient refermés. La piste X1 semblait abandonnée et Patrick de Batz et son équipe écartés depuis 6 mois, depuis le procès verbal du commandant du terme. Mais les accusations de manipulation de dossiers et de fuite vers la presse continuent à être formulées par certaines personnalités. Tant et si bien que messieurs Bill et de Batz seront inculpés par le juge Pignolet de violation de secret de l'instruction. Bonsoir. Les 2 gendarmes qui ont recueilli les témoignages X ont récemment parlé de complot pour étouffer les affaires de pédophilie. Dans une interview à paraître demain dans le Soir illustré, Claude Erdekens, membre de la commission du Trou, accuse ces gendarmes d'avoir manipulé l'enquête, relayé de faux témoignages et eux-mêmes commis des fuites vers la presse. J'ai fait la connaissance de messieurs de Batz et Bill il y a un peu plus d'1 an. C'était un dimanche soir chez un journaliste qui m'avait suggéré de les rencontrer car il pouvait, je dirais, étayer le travail de la commission sur les protections, et ils avaient devant eux leur dossier qu'il m'était permis de consulter. Je n'ai pas reçu de copie, je n'en ai pas demandé, cela ne m'était pas nécessaire puisqu'ils pouvaient déposer devant la commission, ce qui fut fait quelque temps après. Pourquoi ai-je le sentiment d'une manipulation? Mais tout simplement parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul avoir été rencontré par ces gendarmes, qu'ils avaient dû rencontrer nombre de parlementaires et de journalistes, et que finalement, tout ce qu'ils m'ont dit, tout cela est apparu dans la presse ultérieurement. Alors je me suis dit que finalement, comme d'autres, j'ai été l'objet d'une tentative de manipulation. Le but était d'expliquer à des parlementaires socialistes que nous n'étions pas les monteurs du dossier des Rupeau, ce que je confirme à nouveau, et je vous affirme que jamais nous n'avions une seule audition de X dans ce jour-là. Moi, je suis tout à fait formel. Ils ne sont pas venus, comme certains le disent maintenant, avec une copie du dossier Internet sur l'affaire des Rupeau. Non, ils avaient devant eux des pièces, aussi bien du dossier des Rupeau que des pièces de Neuchâteau. Et effectivement, sans nul doute, leur souhait était de tuyauter un des membres de la commission. Aujourd'hui, Claude Erdekens, contacté par nous, n'a pas souhaité être interviewé devant nos caméras. Un certain dimanche, il y a eu une réunion en mes bureaux avec les 2 gendarmes, Bill et de Batz, et 2 commissaires socialistes, parce que Bill et Batz avaient envie d'expliquer que l'affaire des Rupeau, c'était pas eux. Et moi, j'avais le projet aussi de faire une émission controverse là-dessus. Et donc, j'ai arrangé cette réunion en mes bureaux pour qu'il y ait cette explication et pour voir si une émission controverse était possible. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit par rapport à cette réunion? C'est-à-dire qu'au cours de cette réunion, ils auraient ouvert ou montré qu'ils étaient en possession, à ce moment-là, d'un dossier X de Neuchâteau. Écoutez, moi, en tant que témoin, franchement, je n'ai rien vu. Et si, d'aventure, ils avaient montré des documents X, la réaction que j'aurais eue serait été de téléphoner à RTL aux journalistes qui s'occupaient, qui traitaient de l'affaire, pour lui dire, à court, il y a ici des documents intéressants. Voilà. Donc, en fait, ils avaient des dossiers, c'est-à-dire des photocopies, des choses d'Internet, etc. Et ils ont surtout parlé de l'affaire des Rupeau, en la mettant aussi dans un contexte plus général de mal-être et de malaise. Patrick Morio, est-ce que vous avez été étonné quand vous avez entendu que M. Patrick de Batz et Aimé Bill étaient inculpés de violation de secret professionnel ou de secret de l'instruction? Non seulement étonné, mais également déçu, puisque c'était dans le cadre d'une conversation que nous avions eue chez M. Vrébos, et qu'un de mes collègues, M. Erdekens, était allé trouver le juge. Donc, moi j'étais au courant de rien, donc M. Erdekens m'avait rien dit. C'est vrai que c'est quand même extrêmement décevant. Quelle aurait été votre réaction en apprenant que quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de relations est allé en plus dénoncer un fait qui n'existe malheureusement que dans son esprit? Je crois que l'enquête l'a démontré. Jamais il n'a été question des X, si ce n'est qu'au moment où ils se sont présentés, M. de Batz et M. Bill ont dit c'est nous les enquêteurs qui sommes sur dossier X, mais objectivement on n'a pas parlé de ça. Et quand ils ont ouvert leur cartable, je m'en rappelle encore très bien, c'était les documents qu'on avait diffusés sur Internet relatifs au dossier des Rupeau. Je suis parti de là, j'avais même pas une feuille de papier, parce que ces documents, tout le monde pouvait se les procurer sur Internet sans aucun problème. La presse a laissé entendre maintes fois
que M. de Batz-et-Bill était vraiment, parce qu'on leur avait laissé la bride sur le cou, parce qu'ils avaient des opinions bien arrêtées sur certaines choses, avaient monté un certain nombre de dossiers, dont le dossier du Roupeau, dont le dossier de Vroom, dont le dossier, l'échec à Brassac, ça relèverait d'eux, l'échec de Jumet, ça relèverait d'eux. Donc, à ce niveau-là, est-ce que... Non, moi je n'ai pas souvenance qu'ils ont travaillé dans le dossier en cause de M. Di Rupo. Donc, de ce côté-là, ce sont des rumeurs qui ont circulé dans la presse. Il y a beaucoup de rumeurs, justement. C'était une époque où les rumeurs étaient très vendables. Et donc on a pu, comme ça, causer beaucoup de tort à beaucoup de monde. Bien que la presse s'acharne, vers le mi-décembre de 96, M. Di Rupo, il est blanchi complètement en séance plénière devant le Parlement, par Mme Lickendal. Le dossier dans lequel nous on a travaillé, c'est-à-dire le 218 de 96 de Mme Gruet, n'a jamais été communiqué au Cour de cassation et n'a jamais fait l'objet d'une étude des magistrats au Cour de cassation pour joindre ça à une procédure de M. Di Rupo. Et pourtant, un peu plus tard, on vous demande de faire encore un devoir concernant M. Di Rupo. La postille en question, c'était une apostille à M. Bill. C'était une apostille à M. C'était pas une apostille à Le Bat. Mais seulement, à l'égard d'un ministre, qui est-ce qui est compétent? C'est le procureur général de la Cour de cassation. Mais le procureur général de la Cour de cassation n'a pas officier de police judiciaire, donc ne fait pas les apostilles pour les enquêteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le procureur général de la Cour de cassation me demande de faire un devoir d'enquête. Pour le reste, je n'ai même pas connaissance du reste de l'enquête qui se passe à la Cour de cassation. Et donc je prends sur moi de faire cette apostille, puisque c'est le magistrat qui est chargé de l'enquête qui me le demande. Alors, l'affaire Di Rupo, on dit maintenant effectivement que c'est une affaire montée de toutes pièces, mais si c'est pas vous, qui l'a montée? Moi je sais que c'est pas nous, et c'est une bonne question en fait, parce que nous aussi on voudrait bien savoir la vérité. Même M. Di Rupo, il a déposé une plainte avec constitution partie civile parce qu'il voudrait bien savoir aussi qui a monté ce dossier. Nous, comme on a été désignés par une certaine presse, nous on voudrait bien savoir aussi cette vérité et on s'est constitué partie civile dans ce dossier pour avoir accès aux pièces et pour voir qui a monté cette pièce et qui a renseigné faussement ces journalistes qui nous ont mis en cause dans cette affaire. Et pourquoi est-ce qu'on aurait cherché à vous impliquer dans quelque chose, dans un montage? À ce moment-là, on est déjà occupé depuis le 20 septembre avec des auditions de Madame Louf, X1 à l'époque. Alors j'ai comme ça l'idée qu'on a voulu faire croire à la population que nous, on était les monteurs, en fait, d'un dossier contre des hommes politiques. Pour discréditer, en fait, les victimes qui venaient témoigner et les enquêteurs. Il a été dit aussi, mais dans une grande partie de la presse, que Régine Alouf était folle. Il y a eu une expertise psychiatrique. Est-ce que vous pouvez nous en donner des éléments? Effectivement, oui. Il y a une expertise psychiatrique qui a été faite par un collège d'experts de la KUL, qui sont considérés, à ma connaissance, comme parmi les plus grands spécialistes dans ce domaine en Belgique. Contrairement à ce qu'on a affirmé, ces experts n'ont pas du tout dit que Régine Alouf était folle. Ils disent le contraire. Ils disent qu'elle n'est ni folle ni mythomane. Ils demandent qu'on prenne son témoignage très au sérieux. Et ils précisent que s'il doit être pris en compte, il ne peut pas être considéré à lui seul comme une preuve judiciaire. Ce qui me semble tout à fait logique. Un témoignage, et surtout un témoignage d'une victime qui a vécu des faits pareils, doit, pour obtenir la condamnation de quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence, être certainement corroboré par d'autres faits. Le fait qu'elle accepte de parler publiquement, de donner son nom, permettait d'effectuer une série de devoirs enquête qui jusque-là ne pouvaient pas être effectués, comme par exemple aller interroger ses parents, celui qu'elle a désigné comme étant son souteneur, le fameux Tony. Tout ça a été fait. On sait que ça a abouti à certains résultats, puisque suite
à une confrontation qui a eu lieu avec ce souteneur, le dénommé Tony, il a admis devant les enquêteurs qu'il avait bien eu une relation sexuelle à partir du moment où Regina a eu 12 ans et jusqu'à ses 15 ou 16 ans, donc pendant plusieurs années. À l'époque, lui avait environ la quarantaine. Donc ça, il l'a reconnu. Il a reconnu également qu'il venait régulièrement la chercher à son domicile, qu'il avait même les clés de la maison, que ses parents étaient au courant, et qu'il pouvait l'emmener où et quand il le voulait. Suite à ses aveux, sa mère, qui jusque-là niait fermement l'existence de cette relation, est revenue sur sa déclaration puisqu'elle a admis que cette relation existait. Donc ces quelques faits montrent que si on fait des vérifications sur base du témoignage de Regina Louf, on obtient aussi des confirmations. Il est évidemment frappant en plus de se rendre compte que c'est le jour où Tony a fait ses aveux que le parquet de Gand a décidé de fermer son dossier, le jour de l'évasion de Marc Dutroux, même si ça n'a rien à voir. Et les déclarations qui ont été faites par le substitut sont quand même extrêmement choquantes, puisqu'elle a expliqué comme motif au fait qu'on clôture ce dossier le fait que Regina, qui avait donc 12 ans, était particulièrement précoce, était amoureuse de Tony et que donc elle était consentante à cette relation et qu'en outre les faits étaient de toute façon prescrits. Alors je conteste fermement toute cette déclaration. D'abord, tout le monde sait qu'en droit, une relation sexuelle avec une mineure de moins de 14 ans est considérée comme un crime. Aucun consentement n'est possible dans une telle relation. Et en outre, la question de la prescription est très discutable. Et moi, j'estime qu'après avoir examiné toutes les critiques formulées, soit au sujet du témoignage de Regina Louf, soit sur la manière dont elle a été interrogée, il ne reste en fait rien dans ces rapports de relecture. J'ai pu rédiger une longue note à l'attention de l'ensemble des magistrats concernés par cette affaire. Je ne pense pas pouvoir en parler publiquement actuellement. Ça fait partie du secret de l'instruction. Et en outre, nous avons, après maintes réflexions, décidé de déposer plainte contre l'ensemble de l'équipe de relecture et leurs supérieurs hiérarchiques, et ceux du chef de faux, usage de faux, coalition de fonctionnaires en vue de détourner la loi et association de malfaiteurs. Ça ne tient pas la route, la relecture. Et c'est sur ça que certains magistrats se sont basés pour clôturer les dossiers. Et les victimes, ils restent dans le froid. C'est quand même des gens qui ont eu le courage de venir témoigner. Et donc, pour Regina Louf, parce que c'est la victime que j'ai auditionnée moi, on peut quand même dire qu'elle est victime, qu'elle a été victime et qu'elle est de nouveau victime. Qu'on ne veut pas l'écouter. Qu'est-ce qui vous aurait aidé plus dans cette épreuve-ci? Il y avait une certaine neutralité, aussi bien par la presse que par notre hiérarchie. Parce que tous ces problèmes qui ont commencé avec un procès-verbal de commande du terme, un procès-verbal que je qualifie maintenant comme faux, complètement faux, il n'avait pas besoin de faire un procès-verbal, il n'avait qu'à pousser sur un bouton, il avait la solution. Puisque la solution se trouvait dans tous les ordinateurs de tout le monde. Le plus simple gendarme qui travaillait à l'antenne pouvait dire « Ah oui, ce PV qui n'existe pas, suivant du terme, existe. » Donc c'est un petit peu la découverte que le système dans lequel vous fonctionniez devient tout à fait illogique. Oui, mais c'est une grande découverte, parce qu'on voit que quelques personnes placées à la tête d'un groupe d'enquêteurs peuvent faire foirer toutes les enquêtes en faisant ça. Parce que ici, on a les résultats, les enquêtes sont arrêtées. Et on enlève en fait des enquêteurs sur base d'un faux PV et des fausses accusations et des manipulations dans la presse. Et comme ça, on arrête des enquêtes. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enquêtes qui ont été arrêtées comme ça déjà ? Moi, je n'avais jamais pensé que ça existait. Voilà, précisons encore, pour être tout à fait clair, que contrairement à ce qui a pu être écrit ou dit de ci de là, messieurs Bill et de Batz ne font l'objet d'aucune enquête disciplinaire à l'intérieur de la gendarmerie.
Une gendarmerie qui, vous l'aurez compris, n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet, malgré les contacts que nous avons eus avec sa porte-parole, Madame Klimput. Le mois prochain, à l'occasion d'une histoire qui s'est récemment passée à l'hôpital de la Citadelle à Liège, nous aborderons une question qui soulève un grand débat aujourd'hui en Belgique, un débat scientifique, éthique et politique, l'euthanasie. Excellente fin de soirée, à très bientôt.